Bonjour Yael, c'est Mama pour une nouvelle émission de Catava, l'émission consacrée à l'actualité des livres. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Xavier Maribonneau. Bonjour. Bonjour. Pour parler de votre roman intitulé Berlin Requiem aux éditions Plomb. Xavier Maribonneau, avant d'entrer dans la musique de ce livre, une musique qui va retentir dans ces années terribles de la Seconde Guerre mondiale et dans les années qui précèdent, on va en parler. Xavier Maribonneau, quelques mots pour faire connaissance avec vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Qui êtes-vous, vos précédents ouvrages? On est dans un autre registre. Je suis documentariste, je réalise des films documentaires pour la télévision, pour diverses télévisions. Je suis un peu un franc-tireur. Et j'écris depuis 2002. J'ai commencé par écrire des polars, parce qu'on me l'a demandé, puis je suis tombé dedans. Et je me suis pris au jeu, c'est une espèce de, je sais pas, peut-être un soin psychiatrique secret ou une psychanalyse secrète, je sais pas. Et donc, pris au jeu, j'ai continué d'écrire et puis d'explorer d'autres horizons, de ce qu'on appelle la littérature blanche, par opposition à la littérature noire. Les polars. Ce qui ne veut pas dire grand-chose pour moi. Mais enfin, donc Berlin Requiem est le dernier né de cette bifurcation vers la littérature blanche. Alors peut-être, puisqu'on va être, on va être au cœur dans ce livre de la musique, quel est votre goût pour la musique, Xavier Maribonneau? Il date de tout petit, parce que je suis entré au Conservatoire national de région de Marseille. J'étais tout jeune, j'en suis sorti, j'étais encore jeune parce que je préférais faire du rock'n'roll. J'ai quitté la classe de contrebasse, le monsieur Caillol, et puis j'y suis resté un certain nombre d'années. J'ai eu cette chance inouïe à l'époque, c'est plus guère faisable aujourd'hui, d'être figurant à l'Opéra de Marseille et de rencontrer des chefs d'orchestre. Je me souviens de Michelangelo Veltri, qui est peut-être décédé aujourd'hui, je ne sais pas. Et ces personnages-là m'ont toujours impressionné. Parce que quand vous êtes dans un théâtre, tout tient sur les épaules du chef d'orchestre, sur les chanteurs aussi bien sûr, mais c'est lui, c'est vraiment le chef, c'est vraiment le maestro. Sans lui, il n'y a pas de spectacle. Alors la transition est toute faite, Xavier Maribonneau, transition de chef, pour parler de Berlin Requiem et de sa figure centrale, donc un chef d'orchestre, Wilhelm Furtwängler, allemand. Alors, on va peut-être dire, vous allez nous dire, si vous le voulez bien, comment ce roman est construit, c'est-à-dire autour d'une figure ayant bien sûr existé, et d'autres figures historiques ayant existé, et comment le roman et la petite histoire est venue rencontrer la grande histoire de ce grand chef d'orchestre allemand, Wilhelm Furtwängler. Si vous voulez, c'est un personnage un peu complexe, très complexe, difficile à aborder, Wilhelm Furtwängler. D'abord parce que je ne l'ai pas connu, je n'ai aucun lien familial. Décédé en 1954. 1954, donc, mais je suis parti d'une idée d'utiliser l'histoire et de la mêler à la fiction, pour la rendre sans doute plus proche de ceux qui me lisent. Donc j'ai inventé deux personnages qui là sont vraiment inventés. C'est Christa Meister, qui est une cantatrice. Et son fils. Qui a plus ou moins existé d'ailleurs. Rien n'est faux dans ce roman. Cantatrice qui a fait sa connaissance, on va en parler tout à l'heure. Et de son fils, Rodolphe. Qui veut devenir chef d'orchestre. Et qui rencontre, juste avant l'arrivée des nazis au pouvoir, Wilhelm Furtwängler, puisque sa mère chante avec lui. Il est alors enfant. Oui. Voilà, c'est un petit garçon qui n'a entre guillemets qu'une mère, cette cantatrice qui va donc faire la connaissance de cette figure de la musique allemande. Il faut dire, Xavier Maribonneau, que ce Wilhelm Furtwängler est considéré comme un des plus grands chefs d'orchestre du siècle. À l'époque, peut-être finalement pas aussi connu qu'il le devrait. Il est aujourd'hui un petit peu oublié à part des mélomanes, mais à l'époque il est connu, je le cite toujours, comme Toscanini, ils sont connus à peu près comme le sont aujourd'hui Mick Jagger ou Michael Jackson. C'était des gens extrêmement célèbres. On ne mesure pas aujourd'hui la popularité de la musique que l'on dit classique
auprès du grand public. Ça passait par la radio, ça c'est très important. Par les concerts. Et ces gens-là, le Philharmonique de Berlin était le plus grand orchestre. C'était un groupe, on dirait aujourd'hui, extrêmement connu. Aimé des jeunes, les femmes s'évanouissaient quand elles voyaient Fred Wengler ou Toscanini. Bon, je veux dire, c'est quand même pas rien. Donc c'était quelqu'un de très connu, de très apprécié. Et arrive cette période de 1933 à 1945, une période extrêmement noire pour l'Allemagne, mais aussi pour l'humanité tout entière. Et là, ce chef qui était extrêmement aimé, adulé, à la tête de son orchestre, qui était ultra archi-connu dans le monde allemand et dans le monde entier, va se retrouver face à une tragédie de la conscience. Faut-il rester? Faut-il partir? Est-ce que je peux rester? Est-ce que je peux partir? Parce que faut-il, c'est une chose, mais pouvoir, c'en est une autre. Alors, justement, ce roman, Xavier Maribonneau, c'est celui de la conscience de Furt Wengler, avec des actes un petit peu dans un sens et dans un autre, c'est-à-dire des actes qu'on pourrait pratiquement qualifié de collaborationniste parce qu'il aura donné des concerts pour les nazis, et puis aussi une résistance au joug nazi. Alors, que les choses soient bien claires, Furt Wengler n'a pas eu le soutien de Nathan Milstein ou de Menuhin s'il avait été un nazi. Oui. Ce qui n'a pas été le cas de Karajan, lui était membre du parti nazi. Furt Wengler est tout simplement l'homme qui est allemand, qui pense en 1933 que ça ne va pas durer. Il n'est pas le seul à penser ça. C'est une élection en 1933. Et les gens se disent, ça ne va pas durer, ça va durer un mandat, et puis voilà. Et puis, on sait très bien ce qui s'est passé. Vous savez, c'est comme quand vous signez avec le diable, vous signez un pacte, le diable ne vous dit pas qu'il va vous prendre toute votre vie, toute votre conscience et tout ce que vous êtes humainement. Donc, il signe volontiers, il reste en 1933, il obtient les postes les plus prestigieux. Et là, il y a un mélange entre sa prétention à vouloir tout gouverner, tout commander, son désir d'être le chef, il était mégalomane, c'est comme tous les chefs, et sa conscience qui lui dit non, les nazis, il disait souvent c'est une grosse cochonnerie. En allemand, je ne sais plus comment on dit, mais il disait c'est une grosse cochonnerie. Il disait Hitler est un cochon. Il ne s'en cachait pas. Malheureusement, 1933-1934 arrive. Là, par contre, il va être obligé de ménager le chou et la chèvre. Donc, il va démissionner de toutes ses fonctions, sauf une. Il va soutenir des chefs d'orchestre ou des musiciens juifs écartés de la vie musicale. Et il va, pour cela, s'attirer la colère des nazis. Donc, il va prendre quand même certaines positions ouvertes. J'ai découvert, ça fait mal d'ailleurs, mais j'ai découvert que c'était possible de ne pas être d'accord avec Hitler. Contrairement à ce que nous enseigne en histoire, qu'on n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit, Furt Wengler arrivait à avoir une parole assez libre. J'ai discuté d'ailleurs avec Goebbels, qui était son ministre de tutelle, si je puis dire. Il en avait un autre, c'était Göring. Les noms donnent froid dans le dos. Il arrivait à faire des choses. Quand Goebbels disait, vous protégez les musiciens juifs, vous êtes contre nous, parce que... Mais il y avait toujours Hitler derrière. Oui, mais c'est ce qu'il dit, et ce que vous rappelez dans le livre, c'est qu'il jouit d'une position tout à fait exceptionnelle pour avoir cette parole libre. C'est ce que j'allais dire. Elle n'était pas donnée à tous. Non, Hitler adorait Furt Wengler. Et pratiquement lui pardonner ses infidélités contre le régime. Lui pardonner carrément tout. Hitler, grand manipulateur, jouait Goebbels contre Göring, et Göring contre Goebbels. Et Furt Wengler était un pion au milieu, il le savait d'ailleurs. Il en jouait, il s'en servait. Jusqu'au moment où il a été de plus en plus piégé. En 1942, il est piégé, il doit diriger pour l'anniversaire du Führer. Et ça, c'est une chose qui ne sera pas pardonnée. Il a très mal vécu. Mais qui va lui aussi lui coller à la peau. Mais parce qu'il sent que le piège là s'est refermé. Il n'est pas plus malin que le diable. Vous savez, il y a cette anecdote où il joue pour Hitler et il refuse de faire le salut. Il refuse de faire un salut et son associé lui dit tiens ta baguette entre les mains, tu n'auras pas à faire le salut. Ça, c'est une histoire vraie. Et on le voit dans le film, il salue, mais à la fin, dans la 9e symphonie, qui est une espèce, ça finit en apocalypse d'ailleurs, il va pour saluer, parce que là, il faut bien saluer, il se baisse. Et Hitler, qui est très malin, se lève, fait un signe nazi, de manière assez timide d'ailleurs, c'est un comédien, et lui tend la main. Il lui tend la main, et là c'est fini. Là, il a serré la main du diable.
et du mal pur et absolu. Donc là, il se retrouve dans une situation, il sait que ça va mal se terminer, et Goebbels lui fait savoir que son dossier va passer entre les mains de Himmler, et que la déportation n'est vraiment plus très loin. Alors donc justement, il va, nous en étions arrêtés à ce concert de 42 qu'il donne pour l'anniversaire d'Hitler, dans lequel d'une certaine manière il va se compromettre aux yeux de tous, puisque ça lui a été reproché. Et on parlait de la complexité du personnage, de son ambivalence. On va lui poser la question pourquoi ne pas avoir quitté l'Allemagne. Et c'est là-dessus que se joue un petit peu sa vie à Wilhelm Furtwängler. Et les réponses qu'il donne, pour moi qui était en contact avec lui par l'intermédiaire de la fiction, du roman, elles ne me satisfont pas. Il dit au fond, si je partais, qui s'occupait de l'art en Allemagne, de la culture en Allemagne? Il dit, la culture, ça n'est pas la politique. Oui. Il oublie Hannah Arendt qui disait, la culture est toujours politique. Et surtout quand on est sur scène, quand on est en public. Le public, c'est la police. Et surtout qu'il ne pouvait ignorer le poids et la symbolique de la musique pour les nazis. Qui était extrêmement importante à l'enterrement, pas l'enterrement, mais lorsqu'on annonce la mort de Hitler, on joue la symphonie de Bruckner, la 7e symphonie de Bruckner, et c'est la version de Furtwängler, qui est absolument magnifique, mais bon, c'est plus que compromettant. Et cette ambivalence, elle sera jusqu'au bout. Il est allemand, il est né dans l'Allemagne du 19e siècle, c'est un romantique. Ses grands-parents ont connu Brahms, ont connu Mendelssohn. Il pétrit de cette culture allemande. Il ne comprend pas le nazisme. C'est fondamentalement, je crois qu'il ne comprend pas le nazisme. Oui, il a du mal à... On va quand même le dire, il n'a jamais adhéré au parti nazi. Je crois que fondamentalement, le nazisme est un mouvement extrêmement populaire. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il est dans sa bulle, ce qui ne l'excuse pas. Il a fait des choses qui ne sont pas excusables. Il en a fait d'autres qui le blanchissent. Yehudi Menuhin lui accordera. Alors justement, il ne va pas passer au travers des mailles des deux filets, puisque tout à la fois, il va s'attirer donc la colère des nazis, vous l'avez dit, lorsque Himmler entre en jeu. C'est en 45. Donc oui, tout à fait, c'est tardif. Il apprend qu'il va être arrêté par la Gestapo et il décide de prendre la fuite à ce moment-là, de quitter l'Allemagne. Je crois qu'il part en Suisse. En Suisse, après une espèce de voyage un peu étrange sur lequel il s'est jamais vraiment exprimé. Il se réfugie à la frontière est fermée, les Suisses veulent pas de lui, parce que les Suisses sont pas bêtes, ils savent très bien qui il est. Ils ont déjà eu Karajan sur le dos, et Karajan est un vrai nazi, et Karajan ne dit pas forcément du bien de Furtwängler. En fait, les gens règlent leur compte aussi à l'époque. Et quand il revient en Allemagne, parce qu'il peut pas, il dit il faut que je revienne. Il dit à sa femme, d'abord parce qu'il faut que je travaille. Je ne suis pas riche, il n'était pas si riche que ça. Et surtout après la guerre. Donc il est jugé une première fois à Vienne, où il est blanchi. Alors, donc, mais les Américains le veulent. Le veulent, c'est ça. Et donc il y a cette espèce de... Enfin, pas espèce, c'est un tribunal, une commission de dénazification. Qui est très dur avec lui. Très dur avec lui. On va lui reprocher toutes ces compromissions avec le régime. Et là, vous l'avez déjà évoqué, Xavier-Marie Bonneau, il va bénéficier d'un soutien extraordinaire de la part notamment d'un musicien juif très connu à l'époque, Yehudi Menuhin, mais pas seulement. Pas seulement, il va bénéficier de Bruno Walter, qui était juif, lui témoignera sa sympathie. Beaucoup de gens vont lui témoigner sa sympathie. Beaucoup de ceux qui ne veulent pas le mettre de côté. Après la guerre, vous savez, il y a des gens comme Karajan qui veulent vraiment faire oublier qu'eux ont été membres du parti nazi. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote. Karajan va s'inscrire au parti nazi en Allemagne. On lui dit, c'est bon, vous êtes déjà inscrit à Vienne. Vous m'inscrivez 2 fois qu'une. Enfin bon, bref, c'est cynique ce que je dis, mais c'est la réalité. Et Furtwängler, ça ne l'a jamais fait. Mais il faut régler ses comptes avec le vieux. Il faut prendre sa place. Il y a un peu de ça aussi. Mais il y a aussi, les Américains ont eu raison de dénazifier Furtwängler parce qu'il avait des choses à dire. Et ses réponses sont celles d'un homme. C'est là qu'on sent un homme qui ne comprend plus le destin. Il a du mal. D'abord, il découvre les camps. Et ça, pour lui, c'est un choc énorme.
dit à sa femme, comment mon peuple a pu faire une chose pareille. Alors, on va revenir à votre roman et à cette histoire de Christa et Rodolphe Meister qui côtoient Furtwängler parce qu'ils sont, elle est cantatrice, lui est un petit garçon en devenir, musicien en devenir. On se demande si Furtwängler, il saute des pages de votre livre, Xavier Marivonneau, pour ne pas savoir ce qui se passe en 42-43. Je pense que c'est un homme qui était dans sa bulle. Parce que Christa, dans votre livre, elle est déportée. Il ne le sait pas, ça, mais elle le prévient avant. Oui, elle le lui dit. Les musiciens juifs, notamment, et les compositeurs juifs, notamment, vous parliez tout à l'heure de Bruno Walter, font l'objet de persécutions. La nuit de cristal, la veille, il va donner encore un concert, si je ne me trompe pas, où il va participer à un événement. Donc, il est, alors j'allais dire sourd, hein, on va y venir. Il a fini sourd. Il a fini sourd, c'est pour ça que ça m'a échappé, comme son mentor, Beethoven. Il est celui qui ne veut pas voir. Oui. Vous savez, il y en a beaucoup comme ça à cette époque-là qui ne veulent pas voir. Il compatit, il protège, il aide. Simone Goldberg lui a toujours dit merci. D'ailleurs, dans sa défense, vont intervenir des gens des juifs qu'il a aidés à s'en sortir, et notamment vers Simone Goldberg en Suède, pardon. Qui était le super violon, Simone Goldberg, qui était le super violon, qui était un immense soliste. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il faut l'écouter. C'est un immense violoniste du niveau de Menuhin. C'est un immense violoniste qui, malheureusement, la guerre, lui, l'a brisé. Il va aussi protéger 2 musiciens qui étaient d'origine juive, qui vont rester jusqu'en 1945 dans le Philharmonique. Mais ils étaient baptisés, donc, mais les grands-parents étaient juifs. Et il est paradoxal. Et justement, ces 2 personnages que vous créez, c'est un peu sa conscience ou sa mauvaise conscience. Sa mauvaise conscience. Rodolphe sera sa mauvaise conscience. On ne va pas tout dévoiler. Parce qu'il va aller le voir, il va lui demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait, voilà. Il va le rencontrer à l'aube de sa mort, puisque dans votre trame romanesque, il lui succède en tant que chef d'orchestre. Bon, ça, c'est du roman, bien sûr. Ça, c'est du roman, bien sûr. Mais justement, il est celui qui vient le titiller à l'aube de sa mort. Un homme, vous savez, vous prenez une situation tendue, dramatique, et vous mettez un homme comme Furtwängler au milieu de cette situation, vous avez une tragédie automatiquement. Il n'y a que ceux qui ont soit collaboré, soit qui se sont enfuis, qui sont bien avec leur conscience, si je puis dire. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Oui, il a navigué entre des eaux un peu troubles. Il ne comprend pas tout, il sait que des choses se passent, il sait que les juifs sont persécutés, il ne le supporte pas. Il ne supporte pas, c'est des choses qu'il ne supporte pas. Il dit, pourquoi vous persécutez les musiciens juifs ? Ce sont des musiciens, ce sont de bons musiciens. Ce sont les meilleurs à l'époque. Pourquoi vous les persécutez ? Pourquoi vous me prenez mon premier violoncelle ? Pourquoi Simon Goldberg ne joue plus avec moi ? Il se fout dans des colères énormes, il s'engueule avec Goebbels. Si vous le faites partir, je démissionne. Et il démissionne de toutes ses fonctions dès 1933. Mais en même temps, après, il revient jouer, il revient diriger. Il y a une image qui est terrible où il dirige dans une usine, je ne sais plus laquelle c'est une usine de métallurgie, où on le voit diriger les maîtres chanteurs de Nuremberg. Il y a des croix gammées de partout. Lui qui ne supportait pas les croix gammées, des fois il les faisait décrocher, mais pas toujours. Et donc la musique, vous la transportez aussi dans ce camp de concentration où va être déportée Christa Meister, qui est déportée de France. Donc là, vous mêlez aussi l'histoire de la déportation des Juifs de France, enfin des Juifs depuis la France. Elle est arrêtée, oui, par la police française. Par la police française. C'est une histoire un peu vraie. Oui. Que vous connaissez sans doute. Bien sûr. Une cantatrice française a été réellement déportée. Elle était juive. Elle a été déportée à Auschwitz-Birkenau. Elle était dans l'orchestre et ça en est sorti grâce à la musique. Parce que sinon, je pense qu'elle ne serait pas allée bien loin. Et elle s'en est sortie grâce à la musique. Et c'est un peu cette histoire-là. C'est ça aussi la musique. Oui. Et c'est un peu, la mauvaise conscience de Furtwängler, bien sûr. Et son fils... qui admire les nazis au départ. Oui. Parce qu'il est allemand et que les nazis... Et puis son fils sur lequel tombe cette judaïté à laquelle il s'intéresse. Comme beaucoup. Comme beaucoup à cette époque-là. Et tout à coup, il découvre que la monstruosité de ceux qui n'ont rien dit, rien vu, rien fait. Et il découvre que Furtwängler, c'est peut-être un peu cela à la fois.
Xavier-Marie Bonneau, le moment est venu de nous séparer sur ce Berlin Requiem aux éditions Plomb, à la découverte de ce personnage trouble, mais d'une certaine manière assez fascinant. Wilhelm Furtwängler, ce grand chef d'orchestre, dans ce roman foisonnant dont je vous invite dans lequel je vous invite à vous plonger très vite. Merci beaucoup, à très bientôt autour de ces micros. Au revoir.